Bonjour, je suis le professeur Nora Righi. Notre cours aujourd'hui est la leptospirose, qui est une maladie qui est devenue émergente. Donc on va commencer d'abord par un plan de travail, on va procéder par l'introduction, on va parler de l'épidémiologie, surtout de la physiopathologie, et ensuite on va parler de la clinique. Il y a la forme typique qui est la leptospirose ictéro-hémorragique. Et on va parler aussi des formes cliniques. Puis on va poser le diagnostic, les arguments de diagnostic, le diagnostic différentiel, le traitement, la prophylaxie et la conclusion. Les leptospiroses sont des anthropozoonoses des pays chauds et humides dues à des bactéries spirochètes du genre Leptospira, très répandues chez les animaux, le rat en particulier. La leptospirose est un problème de santé publique. Son poids mondial serait de plus de 500 000 formes graves par an, avec un taux de létalité qui est de l'ordre de 20%, principalement dans les pays en voie de développement, mais ces chiffres sont probablement sous-estimés. Elle détermine des infections de gravité variable, avec une communauté clinique liée à un tropisme hépatique, rénal et méningé de ces germes. La leptospirose doit être évoquée devant toute affection fébrile non étiquetée au retour de tropique, en sachant que la précocité du diagnostic influe grandement sur son pronostic et ses complications. Les leptospires sont dues à des bactéries pathogènes de genre Leptospira et de l'espèce Leptospira interrogans. Sont des bactéries extracellulaires, gram-négatives, mobiles, classées en sérovar, plus de 300, et en sérogroupe, plus de 23 sérogroupes. Parmi les sérogroupes pathogènes retenant l'Australis, le Canicola, Grippotyphosa, l'ictéro-hémorragique et Pomona. Les formes graves peuvent s'observer avec tous les sérogroupes, mais surtout avec le sérogroupe leptospirose ictéro-hémorragique. Le réservoir est animal. Le réservoir primaire est constitué par les rongeurs, rats et souris. C'est des réservoirs qui sont asymptomatiques, mais la plupart des mammifères domestiques et sauvages peuvent être infestés, notamment le chien, le bovin, le porc, mouton, la chèvre, le chevaux, etc. Les animaux porteurs sains, comme les rongeurs ou les animaux malades, éliminent les leptospires de façon prolongée dans leurs urines et contaminent le sol et l'eau. Fréquemment, la contamination, elle se fait par voie indirecte, par l'eau ou le sol souillé par les urines à travers les excoriations cutanées, les muqueuses, notamment conjonctivales, pharyngées, digestives, ou par inhalation. Mais moins fréquemment, la contamination se fait par voie directe, par exposition à l'urine d'animaux infestés, ou bien à une morsure par un rat, ou bien quand il s'agit d'un professionnel qui travaille au laboratoire. Les facteurs d'exposition sont liés à une activité de loisirs aquatiques en eau douce dans 75%, notamment les baignades et les sports nautiques. Il y a des activités professionnelles dans 25% des cas, surtout vétérinaires, l'agriculteur et l'employé des abattoirs, employés de voierie aussi, et les égoutiers, les sapeurs-pompiers personnels et les sapeurs-pompiers personnels de riziculture. Elle touche 9 hommes pour une femme d'âge moyen de 40 ans. Elle est de distribution rurale, surtout estivo-automnale, avec une recrudescence à la saison humide. C'est ça les maladies professionnelles sur cette photo. On voit ici la maladie quand elle est associée à certaines activités de loisirs. Sur le plan physiopathologique, il est important de connaître la physiopathologie de la leptospirose pour mieux comprendre la clinique. La physiopathologie, elle commence à leptospirose il y a deux phases. Il y a la première phase qui est septicémique et la deuxième phase qui est immunologique. Au cours de la première phase,
à la suite de la pénétration cutanée ou muqueuse, les leptospires pathogènes échappent à la phagocytose et se multiplient dans le sang, engendrant une bactériémie. Avec dissémination à de nombreux organes, notamment le foie, le rein, le poumon et le liquide céphalorachidien. La lésion tissulaire primaire est représentée par l'endothéliite, des petits vaisseaux compliqués, surtout des phénomènes hémorragiques. Il se produit une nécrose tissulaire, notamment rénale, une hépatite cholestatique et il peut y avoir une alvéolite hémorragique. La taille de l'inoculum détermine la durée de l'incubation et la gravité de l'infection. Plus l'inoculum est important, plus la durée d'incubation devient courte et plus la pathologie elle devient grave. Donc le potentiel enzymatique de l'activité endotoxinique de la bactérie sont responsables d'altérations cellulaires et d'une libération des cytokines responsables des manifestations cliniques. Dans la deuxième phase, qui est immunologique et qui correspond à la phase d'état, apparaissent dans le sang des anticorps déjà de type IgM. La réponse immunitaire humorale est détectée dès le 8e jour. Les leptospires pathogènes peuvent échapper à la lyse par le système anticorps complément. Ainsi, les leptospires ont été mis en évidence par la technique d'amplification génique, notamment la PCR, dans le sang jusqu'à 2 mois et dans les urines jusqu'à 9 mois après l'épisode aigu. Donc la capacité de pénétration intracellulaire des leptospires pathogènes, notamment de sérogroupe leptospires ectérohémorragiques, est actuellement prouvée, bien que les leptospires aient été longtemps considérés comme des bactéries extracellulaires strictes. Ici, on note aussi le tropisme des leptospires, des lésions, quand il s'agit du foie, le rein et le cerveau. Sur le plan clinique, il n'y a pas de tableau clinique spécifique d'un sérovar donné. Les leptospires sont responsables des manifestations extrêmement variées, allant d'un syndrome pseudo-grippal bénin à une atteinte hépato-rénale potentiellement létale. Nous prenons comme type de description la leptospirose ictéro-hémorragique, c'est la forme classique et dont l'ictère infectieux à recrudescence fébrile évolue en 5 phases. L'incubation, elle est silencieuse d'environ 10 jours avec des extrêmes de 5 à 21 jours. La phase préictérique qui est la phase d'invasion au leptospirémique, brutale, c'est là où on peut isoler la leptospirose, le leptospire dans le sang et dans le LCR. Cette phase, elle est de début brutal. Elle dure de 3 à 5 jours avec présence des leptospires dans le sang et le LCR, comme j'ai dit. Elle est caractérisée par une fièvre élevée d'apparition brutale à 39 degrés et plus, des frissons, des céphalées, des myalgies, des arthralgies, une asthénie et à l'examen on trouve une splénomégalie. Associé un syndrome grippal ou bien syndrome douloureux qui est plus ou moins sévère, fait de céphalées, de myalgies, des racialgies, un syndrome méningé qui est souvent discret et surtout biologique, une suffusion conjonctivale bilatérale, ou bien on trouve une hémorragie conjonctivale qui apparaît entre le 3e et le 4e jour, un herpès, une éruption maculaire, on peut trouver une éruption maculopapuleuse ou pétechiale fugace au niveau du tronc ou bien en position prétibiale. Et quand il y a une oligurie avec protéinurie, elle attire l'attention vers le diagnostic de la leptospirose. La phase préictérique ou bien la phase immunologique qui correspond à la deuxième phase ou bien la période d'état. Elle est corrélée par l'apparition des immunoglobulines circulants, les IgM. Le syndrome infectieux persiste mais s'atténue. Les manifestations viscérales sont au premier plan, plus ou moins sévères. Il y a l'atteinte hépatique qui se manifeste par un ictère cutanéo-muqueux de coloration orangée, dit flamboyant, survenant entre le 4e et le 6e jour.
on trouve aussi des urines foncées et à l'examen, on trouve une hépatomégalie. Il y a l'atteinte neuroméningée qui se manifeste par une méningite lymphocytaire. Le LCR, ici, il est clair, contenant moins de 500 éléments cellulaires par millimètre cube, d'abord apolynucléaire, puis lymphocytaire. La protéinorachie, elle est élevée ici, et la glycorachie, elle est normale. Le syndrome rénal donnant un tableau de néphrite tubulo-interstitielle compliqué d'une insuffisance rénale aiguë. Il peut s'agir d'atteinte rénale aussi non oligurique avec hypocalémie. Les anomalies dans ce cas-là, les anomalies de la fonction tubulaire précèdent de très loin les anomalies glomérulaires, ce qui rendrait compte de l'hypocalémie. Pour le syndrome hémorragique, il est discret généralement. Il peut se manifester sous forme d'épistaxis ou bien quelques pétéchés, voire une thrombopénie sévère aggravée par l'atteinte rénale. Il y a l'atteinte aussi pulmonaire qui est discrète, qui peut se manifester par une toux, et on trouve ici des nodules floconneux, centrimétriques, à limite, on trouve ici à limite flot. À ce stade, le diagnostic est purement clinique. C'est la phase muette, c'est-à-dire la culture elle est négative et la sérologie elle est négative. Cette phase ictérique qui apparaît au 4e jour, en moyenne a une durée moyenne de 5 jours. Au 10e jour débute la phase d'apyrexie ou bien la phase intermédiaire, caractérisée par la chute de la température en lysis, régression de l'ictère et des signes neurologiques. Au 15e jour, on assiste à une recrudescence fébrile, souvent modérée, accompagnée par des algies, une éruption puis une chute de la température au 21e jour. Et ça apparaît, c'est la phase de on va parler. La phase de differviscence qui apparaît entre le 20e et 25e jour, dont la température elle est normale, et l'ictère continue de décroître, puis survient une crise polyurique. La convalescence elle est longue, marquée par une asthénie prolongée, mais la guérison survient sans séquelles et à ce stade, la sérologie elle est positive. Au total, la maladie classiquement évolue en 4 phases d'environ 5 jours chacune. Phase d'invasion ou leptospirémique, la phase ictérique, c'est la phase humide, et il y a la phase qui correspond à la période d'état, il y a la phase intermédiaire, il y a puis la phase de rechute et la phase de d'effervescence. Les leptospires se caractérisent par un extrême polymorphisme clinique. On a les formes graves ou l'ictère grave spirokétosique qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Le syndrome infectieux est sévère, la chronologie des phases n'est pas respectée, le tableau est celui d'un ictère fébrile d'apparition brutale avec hépatomégalie douloureuse, évoquant plus une angiocolite aiguë. La cytolyse hépatique, elle est importante, l'insuffisance rénale est fréquente, ainsi que le syndrome hémorragique, l'épistaxis, hémorragie digestive, CIVD, une hématurie, métrorragie, etc. Le décès, ici, il est fréquent par défaillance multiviscérale. Les formes compliquées sont diverses et peuvent greffer l'évolution d'une leptospirose, à type de myocardite, d'un OAP lésionnel, encéphalite et iridocyclite. Il y a les formes dissociées ou atténuées, à type d'ictère bénin, de méningite pure ou bien de fièvre. Les formes selon l'âge, on a selon le germe, on a la leptospirose grippotyphosa qui se manifeste par un syndrome infectieux, associé à un syndrome algique, syndrome méningé. C'est la classique grippe d'été de moissonneur. Il y a la leptospirose pulmonale, qui est une maladie des jeunes porchers, réalisant une méningite avec diarrhée et dont le réservoir est le porc.
il y a la leptospirose canicola, qui est le réservoir et le chien représenté par le chien, et qui se manifeste par une méningite avec une fièvre à rechute. L'évolution de la forme anictérique est généralement favorable. En revanche, le taux de mortalité est de 5 à 10% pour la forme ictérique. Le diagnostic positif. Vu l'extrême polymorphisme clinique de la leptospirose allant de la fièvre pseudopalustre à l'hépatonéphrite, de nombreuses affections peuvent réaliser des tableaux cliniques proches. Donc en zone, il faut faire attention. En zone d'endémie palustre, il faut toujours craindre une forme grave de paludisme à Plasmodium falciparum. Dans les zones où coexiste la leptospirose, la dengue, l'infection à virus chikungunya ou une autre arbovirose. Car c'est le retard au diagnostic plus que la coexistence de deux infections qui est préjudiciable. Donc le diagnostic est évoqué devant l'association de 5 syndromes avec des arguments associés à des arguments épidémiologiques. Le syndrome infectieux, hémorragique, hépatique, rénal et méningé. Pour les arguments biologiques, les éléments non spécifiques, on note sur le sang, il y a une hyperleucocytose polynucléaire, il y a une thrombopénie, il y a une élévation des transaminases, la bilirubine conjuguée, des phosphatases alcalines, il y a l'élévation aussi de la créatinine et des CPK. Et dans les urines, on note la protéinurie, la leucocyturie, l'hématurie macroscopique et le LCR, il est clair. Il y a une pliocytose panachée, ça commence d'abord apolynucléaire, puis elle devient lymphocytaire, il n'est pas protéinorachie, et la glycorachie et la chlorurorachie sont normales. Le diagnostic donc de la leptospirose reste bactériologique. Et au début, l'infection entraîne une bactérémie durant les premiers jours après l'exposition. Donc, on isole les leptospires dans le sang et dans le LCR au 5e jour. Suite à l'augmentation des titres des anticorps agglutinants, c'est la phase immune, les leptospires sont éliminés de la circulation sanguine. C'est la phase muette qui correspond généralement à la phase d'état. Les leptospires sont retrouvés dans le liquide céphalorachidien de manière transitoire et dans les urines. Mais on ne les trouve pas dans le sang. Mais après 12 jours, on les trouve, on peut les isoler dans les urines. Le diagnostic sérologique qui permet un diagnostic à partir du 8e jour. Il y a l'ELISA par technique immunoenzymatique de détection des IgM. Le titre seuil est fixé à 400. C'est le test qui doit être utilisé en première intention, suivi par le test de microagglutination de Martin et Petit, ou bien d'une PCR. Deuxièmement, on a le test de référence qui est le test de microagglutination de Martin et Petit. C'est là on confirme qu'il est le test de référence. Le seuil de positivité est le 1 sur 100, mais en zone de forte endémicité, il faut retenir un seuil de MAT 1 à plus ou égal à 400. Les tests de diagnostic rapide sur bandelette sont d'interprétation difficile. En particulier, la positivité est souvent tardive, généralement 15 jours ou plus, nécessitant la répétition des prélèvements, surtout dans les formes sévères, en cas d'antibiothérapie précoce. L'examen direct du sang pendant la première semaine du LC, dans le sang pendant la première semaine, et dans le LCR en fin de la première semaine et au début de la deuxième semaine, et dans les urines vers la fin de la deuxième semaine. Généralement, ils sont inconstants. On note présence des fins spiroquettes à l'examen au microscope à fond noir. La culture et l'identification, elle est lente. L'identification de leptospire est lente et difficile, et le délai d'observation est de 2 mois, voire plus. Donc, la détection de l'ADN des leptospires par PCR dans le sang et dans le LCR et les urines aux mêmes périodes que la culture et l'examen direct, vu la longueur des délais de la culture et l'apparition tardive des anticorps spécifiques, donc l'intérêt de la PCR est évident. Elle permet un diagnostic direct dans le sang dès le premier jour de la maladie. Il y a ce négatif dans le sang vers le 10e jour.
Au total, le diagnostic positif bactériologique et sérologique dépend de la période d'évolution de la pathologie. On trouve dans le sang et le LCR à partir du 5e jour. Entre 5 et G12, c'est la culture elle est négative et la sérologie elle est négative. Et après, on détecte, c'est le diagnostic, soit dans les urines, c'est la culture ou bien la PCR, ou bien la sérologie à partir du 12e jour. Donc en pratique, on définit ainsi les cas de leptospirose en cas probable, en cas de sérologie par la technique de microagglutination de Martin et Petit avec un titre d'au moins 1 sur 100 ou bien 1 sur 400 dans les régions endémiques avec au moins un antigène pathogène et cas confirmé, ce qui est défini par une séroconversion ou séroascension multipliée par 4 du titre entre deux prélèvements pratiqués dans un même laboratoire et à 10 à 15 jours d'intervalle et aussi associé à une PCR dans le sang, bien dans le LCR, dans les urines qui est positive. Le diagnostic différentiel, au début et dans les formes fébriles pures, il y a un éventail très large de fièvres aiguës. Mais à la phase ictérique, il faut savoir discuter un paludisme, surtout dans sa forme grave, une hépatite virale, une angiocolite, une septicémie à Clostridium perfringens ou bien une suppuration hépatique. Le traitement. On est arrivé au chapitre de traitement. Plus on traite précocement, plus l'évolution devient favorable. Donc l'antibiothérapie est d'autant plus efficace qu'elle est débutée précocement. Elle réduit la durée et la sévérité des symptômes, en particulier l'atteinte rénale. Les leptospires sont habituellement sensibles aux pénicillines, macrolides et aux cyclines. En pratiquant dans la pénicilline G, 1,5 million, on évite 4 fois par jour pendant 7 à 10 jours. Les autres bêta-lactamines, ampicilline, amoxicilline, 100 mg 2 fois par jour pendant 7 à 10 jours. Les céphalosporines de 3e génération, ceftriaxone 2 g IV par 24 heures. En pratique, le traitement des formes non sévères, le premier choix, c'est la doxycycline, l'amoxicilline ou ampicilline par voie orale. Et traitement dans les formes sévères, c'est la ceftriaxone, la pénicilline G, l'amoxicilline ou ampicilline, 1 g IV 3 fois par jour. La prophylaxie, elle est difficile devant la multiplicité des réservoirs. On va procéder d'abord par des mesures d'hygiène. Il y a la prophylaxie collective chez l'homme, qu'on doit éviter des zones humides, aux pilules, les rongeurs. On évite aussi les baignades en eau mal connue. Et on va procéder aussi à la dératisation des habitations. Pour l'individuel, c'est la protection par des bottes et par le port des lunettes. Il y a la chimoprophylaxie par la doxycycline. On donne 200 mg par semaine, qui est efficace à 95%. Et elle est utilisée pour des petits groupes exposés, notamment les militaires, ou bien en cas de catastrophe naturelle, ou bien grafting. La vaccination, il y a le vaccin qui est spécifiquement dirigé contre l'ictéro-hémorragique, c'est le spirolette, qui est efficace mais peu utilisé, sauf pour les professions très exposées, comme les gouttiers ou bien les bouilleurs. Il faut informer certains voyageurs sur la possibilité de se faire vacciner quand il s'agit d'une région très endémique. Il y a le schéma vaccinal, il y a 2 injections à 15 jours d'intervalle avec un rappel entre 3 et 6 mois et ensuite tous les dents. En conclusion, je dirais qu'il faut insister sur l'étendue du réservoir animal, sur la diversité clinique extrême, sur la létalité qui est importante et surtout sur l'efficacité de l'antibiothérapie. Donc à retenir, on doit retenir que la leptospirose est une zoonose méconnue et émergente, que c'est une anthropozoonose bactérienne due à un spirochète Leptospira interrogans, qu'il ne faut pas omettre son existence dans les pays tempérés où elle survient de façon sporadique ou épidémique en saison chaude. Que la survie aussi prolongée des leptospires dans les milieux extérieurs, sol humide, l'eau douce, sont favorisées par des conditions géographiques
et climatique des pays chauds et humides. Et que il y a un rôle important du rat, de l'eau, du climat à connaître. Et qu'il y a certains facteurs d'exposition, notamment certaines professions, les animaux, l'inondation et catastrophes naturelles. Et que la lésion tissulaire primaire est représentée par une endothéliite des petits vaisseaux. Et que le potentiel enzymatique de l'activité endotoxinique de la bactérie, qui est responsable de l'altération cellulaire et d'une libération des cytokines. Les leptospires pathogènes peuvent échapper à la lyse par le système anticorps complément. Ainsi, les leptospires ont été mis en évidence par la PCR dans le sang jusqu'à 2 mois et dans les urines jusqu'à 9 mois après l'épisode aigu. Il faut retenir aussi que le tableau clinique le plus important est représenté par l'hépatonéphrite fébrile, potentiellement grave, avec un taux de mortalité varie de 5 à 15%. Et je vous remercie.